Nous commençons cet après-midi avec une table ronde dont le sujet a été déterminé de la manière suivante: une protection de l'enfance à plusieurs vitesses, avec un point d'interrogation, une fatalité, à nouveau un point d'interrogation. Depuis hier, à plusieurs reprises, nous avons évoqué disparité des moyens, faiblesse du portage politique, restriction des aides aux jeunes majeurs, restriction des aides aux populations étrangères, augmentation des besoins sociaux. Les associations assistent sans doute à leurs dépens au développement d'une politique de protection de l'enfance qui pourrait bien se développer à plusieurs vitesses sur le territoire, ouvrant le risque d'un inégal accès aux droits pour les enfants concernés. Je voudrais commencer par vous demander d'excuser Madame Josiane Bigot, présidente de la CNAP, Convention nationale des associations de protection de l'enfant. Elle nous rejoint dans un moment, elle a été retardée, elle arrivera avec une vingtaine de minutes de retard, mais elle nous rejoindra. Premier temps, premier tour de table, je demanderai à chacune et chacun des participants de bien vouloir tout simplement se présenter, répondre à la question traditionnelle « Qui êtes-vous ? D'où parlez-vous ?» pour que chacun de nous puissions commencer d'une part à mettre des noms sur les visages et les fonctions que vous incarnez. Alors, je vous en prie, madame. Alors, bonjour à tous. Jeanne de la Tronchette, je suis juge des enfants à Chalon-sur-Saône depuis 1 an et demi. Et j'étais avant au parquet de Dijon, substitut du procureur de la République, et pendant à peu près 5 ans en charge des mineurs. Voilà, donc je vais essayer de répondre aux questions avec le peu d'expérience en tant que juge des enfants que j'ai. Le but étant que, bien sûr, le dialogue s'instaure ici entre nous, mais qu'il s'instaure entre l'ensemble des participants et la tribune, évidemment. Je vous en prie. Bonjour, Marie Derain. Je suis née à quelques kilomètres d'ici. Je suis la régionale de l'Étape, même si j'ai vécu ailleurs plus longtemps qu'à Chalon, enfin quand même une petite vingtaine d'années. Donc c'est sympa de se retrouver là, et c'est aussi sympa pour moi de se retrouver au CNAEMO, parce que je suis de métier directrice des services de la protection judiciaire de la jeunesse, et que mes premiers postes, je les ai occupés à diriger des services de milieu ouvert, à une époque, à la fin des années 90, oui, où dans mon premier service, on avait plus d'activités civiles que d'activités pénales. Bon, très vite, après, vous connaissez l'histoire, le tournant du début des années 2000, l'activité s'est plutôt focalisée sur les mineurs en conflit avec la loi. Je suis aujourd'hui secrétaire générale du Conseil national de la protection de l'enfance, qui est une instance nationale. Je vous en dis 2 mots parce que c'est très méconnu, et vraiment je ne vous en voudrais pas si vous ne connaissez pas ce conseil. Il est né d'abord de la loi de protection de l'enfant de 2016, et il a pour objectif de combler un manque, je ne sais pas s'il y parvient encore, mais en tout cas c'est son ambition, d'avoir un niveau de gouvernance nationale qui permette d'avoir en interministérialité, en transversalité des compétences, et aussi en local national. Alors je fais le geste comme ça, mais c'est vraiment l'idée d'un local national, des connexions qui permettent d'avoir cette dynamique nationale autour de la protection de l'enfance. Et puis je ne peux pas ne pas dire que j'ai été pendant 3 années l'adjointe de Dominique Baudis, qui était défenseur des droits, et j'étais la première défenseur des enfants dans cette configuration. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est Geneviève Adnar qui occupe ce poste. Et puisque les travaux sont très centrés autour des droits de l'enfant, j'essaierai aussi de faire cette connexion, puisque l'enjeu de ce niveau de gouvernance nationale au regard des droits de l'enfant est absolument déterminant. Merci. Je vous en prie. Bonjour, donc moi je suis Xavier Iacovelli, je suis sénateur des Hauts-de-Seine.
Alors moi, je suis tout nouveau dans le monde de la protection de l'enfance. J'ai été sensibilisé en fait dès mon élection en septembre 2017. On a eu le plan grand froid dans plusieurs départements, et donc j'ai fait le tour, comme beaucoup d'élus, des gymnases qui avaient été réquisitionnés, et j'ai été surpris de voir un certain nombre d'enfants, de jeunes de 18 ans qui étaient mis à la rue, sortis de l'ASE à 18 ans, le jour de leur anniversaire, et qui se retrouvaient dans des gymnases avec des sans domicile fixe. Et donc j'ai commencé à m'intéresser sur le sujet. J'ai travaillé ensuite sur la loi Asile-Immigration, notamment contre l'enfermement des mineurs. Et j'ai été sollicité également par les travailleurs sociaux de mon département, donc les Hauts-de-Seine, département le plus riche de France, qui en fait le moins pour la protection de l'enfance. Et donc, on ne le répétera pas. Hein. Pardon ? On ne le répétera pas. Non, mais il n'y a pas de souci, j'assume. Et donc les travailleurs sociaux sous couvert d'anonymat m'ont contacté, et notamment pour se plaindre un peu des conditions de travail et les répercussions et la maltraitance institutionnelle qui en découlait auprès des enfants. La fermeture de structures, l'absence de pédopsychiatres, l'absence de parcours de soins. Tout ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler pendant la table ronde. Et donc, voilà, j'ai décidé, suite à ça, de créer un groupe de travail en décembre dernier, qui est complètement passé inaperçu, au départ, et puis qui a été médiatisé ensuite, lorsqu'il y a eu le fameux reportage sur France 3, où là, la presse a commencé à s'intéresser à ce qu'on pouvait faire au Sénat sur la protection de l'enfance. Et aujourd'hui, ce groupe que j'ai constitué donc en décembre et qui a été officialisé en janvier regroupe toutes les sensibilités politiques, parce que pour moi, c'était important que ce sujet, cette politique publique, soit transversale et transpartisane. Et donc, on travaille actuellement sous forme d'audition, sous forme de déplacement de terrain, pour essayer de... Alors, c'est pas une grande concertation, parce que je pense qu'encore une fois, la grande concertation, elle a eu lieu, déjà, et ce qui a abouti à la loi de 2016. Mais c'est vraiment mettre en lumière les dysfonctionnements, mais pas seulement, parce que je pense qu'aussi, il y a énormément de départements, de structures ASE qui fonctionnent bien, qui ont des bonnes pratiques et qu'il faut aussi valoriser. L'ASE, c'est pas seulement... la protection de l'enfance, c'est pas seulement du dysfonctionnement, c'est aussi une structure qui protège les enfants, et ça, je pense que c'est aussi important de le relever. Et donc, on finira nos travaux normalement mi-juin, fin juin, avec soit des préconisations, soit une proposition de loi qui sera déposée en juillet. Alors, voilà. Merci. J'imagine que les mots que vous venez d'employer ne manqueront pas d'appeler le dialogue avec la salle. Quand on parle de maltraitance institutionnelle, par exemple, les mots sont très forts. Donc, évidemment, il y aura des interactions. Merci. On continue le tour de table, s'il vous plaît. Bonjour, Marie-Christine Clépin. Je suis avocat à Dijon, au barreau de Dijon, depuis très très longtemps. Voilà. Je suis avocate de l'aide sociale à l'enfance Côte d'Or, depuis aussi très très longtemps. Et j'ai la mention spécialité de droit de la famille et du patrimoine, et la spécialité droit pénal, c'est-à-dire que j'interviens pour des enfants, soit en tant qu'avocat de l'organisme gardien, soit en tant qu'avocat de l'administrateur ad hoc, dans des procédures qui vont du juge des enfants ou du tribunal correctionnel aux assises. Alors moi, mon intervention ici, je ne sais pas encore à quoi elle va servir. J'espère que je vais être un peu utile, un tout petit peu utile. Je ne vais pas avoir la langue de bois, et la seule chose que je vais essayer de vous dire, c'est de vous transmettre, en tout cas, ma petite expérience en ma qualité d'avocat, au regard des mesures éducatives, au regard de la place de l'enfant dans le processus judiciaire. Merci. Je vous en prie. Bonjour, je suis Philippe Velu, je suis le directeur régional de la Croix-Rouge française, que je co-dirige avec Pierre Déret, bien connu des Chalonnais, qui est président délégué de la région, puisque les régions de la Croix-Rouge française sont co-dirigées par un professionnel et un bénévole de l'autre. La protection de l'enfance dans la région pour la Croix-Rouge, c'est 8 établissements, 432 enfants, mesures en simultané, et puis 230 salariés. Ça représente une trentaine d'établissements ou de structures
Pour l'ensemble de la Croix-Rouge, c'est relativement peu. Mais il faut ajouter à cela une activité dans la dimension internationale de notre travail, une mission qu'on partage, que toutes les fédérations nationales partagent. On partage tous aussi le lien dans l'action internationale avec les mineurs dans les opérations de rapatriement. C'est ce qui fait que, par exemple, la Croix-Rouge a été sollicitée récemment assez souvent dans l'accueil des réfugiés en provenance directe des camps du HCR, puisque là, il y a une population de mineurs qui ne relèvent pas de notre législation franco-française, mais qui pour autant, quand ils arrivent sur le territoire, rentrent à l'intérieur de notre dispositif. Et qui concrètement sont accueillis à quel endroit? Eh bien justement, on va en parler, puisqu'on va parler des disparités, qui sont pour l'instant accueillis de façon assez disparate selon les dispositifs et selon les départements. Alors, disparité. Première question, si je puis dire, pour ouvrir cette table ronde. Cette disparité, ces disparités, cette protection de l'enfance à plusieurs vitesses, chacune, chacun, l'observez-vous? Alors, on a commencé à comprendre que oui, mais l'observez-vous comment? Comment pourrait-on la nommer, selon vous, cette disparité? Où se trouve-t-elle? Alors, je ne sais pas, allez, Madame le juge. Et puis, on essaiera de partager les micros 2 par 2, comme ça, ils auront moins à tourner. Je vous en prie. La disparité, on s'y heurte tous les jours. Déjà parce que sur le plan national, chaque département ne dispose pas du tout des mêmes outils. Par exemple, en Saône-et-Loire, nous n'avons pas d'AEMO renforcé. Nous avons du placement à domicile, mais très peu. Nous sommes peu confrontés en Saône-et-Loire au manque de placement auprès de l'aide sociale enfance, mais par exemple, moi qui ai exercé à Dijon, c'est une difficulté importante, où parfois les juges des enfants ordonnent un placement et il est exécuté 6 mois après. Des grosses difficultés aussi pour les mineurs étrangers isolés. Et encore, je pense que sur le département de la Saône-et-Loire et même, je dirais, sur la région Bourgogne, il y a peut-être un peu moins de difficultés qu'en région parisienne, où c'est très, 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 très dur d'avoir des places. Donc les disparités, c'est quelque chose auquel on est confronté sans cesse. Moi, par exemple, je peux recevoir un dossier d'une juridiction d'un juge des enfants de Bretagne qui me demande tout de suite de mettre en place un placement à domicile et j'ai pas de place. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met une AEMO? Est-ce qu'on confie à l'aide sociale à l'enfance sous la forme d'un placement classique? Voilà. Donc, vous ne disposez pas concrètement de la liberté de prendre les décisions qui vous paraîtraient pertinentes au moment même où vous avez votre jugement à rendre. Si, moi j'ai la liberté. Oui, mais... Moi je l'ai parce que je prends la décision que j'estime la meilleure dans l'intérêt de l'enfant. Oui. Après, c'est à quel moment elle va pouvoir être exécutée. Voilà, c'est toute la problématique. Et parfois, est-ce qu'il ne faut pas mieux prévoir une autre mesure dans l'attente pour être sûr que l'enfant soit à minima protégé? D'accord. Voilà. Mais heureusement que le juge a encore la liberté de pouvoir décider en fonction de ce qu'il pense nécessaire pour l'enfant et bon pour l'enfant et pour les familles d'ailleurs. Mais je me permets d'insister, vous avez cette liberté, mais finalement, elle est quand même contrainte. On doit, comme tout le monde, faire en fonction des contraintes. Oui. Bon. Après, parfois, il faut aussi faire preuve d'inventivité, je pense, voilà, pour essayer. Et si on commence à subir nous-mêmes toutes les contraintes et à décider en fonction des contraintes, on ne peut plus exercer correctement notre fonction et jouer notre rôle, justement. Bon, merci. Alors, l'observez-vous, les observez-vous, ces disparités? On poursuit. Je prends la suite. Alors moi, j'ai occupé des places, en tout cas depuis 2011, où j'étais défenseur des enfants, qui m'ont permis d'être vraiment une espèce de
petite tour de contrôle et d'avoir une vision nationale, métropolitaine et extra-métropolitaine qui fait très très vite prendre conscience de cette disparité-là. Et elle pose forcément question, et peut-être que Hatem Kotram l'a évoqué hier, mais quand on parle protection de l'enfance en France, on imagine immédiatement les chefs de file, c'est comme ça qu'ils sont appelés dans la loi de 2007, c'est-à-dire les départements. Mais au regard des engagements internationaux de la France, parler des départements devant le comité des droits de l'enfant, Hatem Kotram était le rapporteur pour la France, pour l'audition en janvier 2016, ça ne veut rien dire. Et les comptes qui sont demandés à l'État. Et aujourd'hui encore, cette question de la gouvernance et de la lisibilité de cette garantie d'équité de traitement et d'offre de protection qui se pose exactement de la même manière sur l'ensemble du territoire, elle est impossible à vérifier et à garantir. On aurait pu se dire, et d'ailleurs c'était l'intuition du Conseil national de la protection de l'enfance, d'impulser une dynamique comme ça. Alors après 2 ans, c'est encore trop tôt pour se le dire. Mais il y a une vraie question de gouvernance nationale au regard de cet enjeu de garantir une équité de traitement et d'avoir une offre de réponse qui puisse être le plus adaptée et adaptable, d'ailleurs, donc assez souple, sur l'ensemble du territoire. Moi, je vois déjà un écueil dans ce côté chef de fila confié au département qui a très clairement, je crois, désengagé un certain nombre d'acteurs de l'État se sentant moins concernés par la protection de l'enfance. Il y a les premières lignes de la protection de l'enfance, les départements, évidemment, la justice et la protection judiciaire de la jeunesse, les services judiciaires et la protection judiciaire de la jeunesse. Il faut se rappeler que 80% des décisions encore aujourd'hui de protection de l'enfance sont des décisions judiciaires. Donc le rôle de la justice est absolument déterminant. Mais après, tous ceux qui peuvent concourir à la protection de l'enfance, du côté de la santé, du côté de l'école, pour ne citer que 2 principaux acteurs qui sont encore largement des fonctions régaliennes, on sent bien qu'il n'y a pas du tout de dynamique de coordination et de concertation nationale par cette entrée protection de l'enfance. Et on le sent au niveau national, mais on le sent, je crois encore, je suis peut-être trop éloignée du terrain, mais ce que j'entends au Conseil national de la protection de l'enfance par les 82 membres de ce Conseil, c'est qu'aujourd'hui, on a difficilement aussi cette lisibilité, notamment parce que la question de la responsabilité de l'impulsion locale, elle est assez peu partagée. Les schémas départementaux qui ont été conjoints à un moment donné de l'histoire de la protection de l'enfance, au début de ma vie professionnelle en tout cas, aujourd'hui le sont qu'exceptionnellement. Il y a quelques départements parfois qui entrent dans cette dynamique-là et qui vont chercher les partenaires. Mais globalement, ça veut dire qu'on ne la garantit pas bien au niveau national, cette question de l'équité, et au niveau local, de fait, elle s'organise à nouveau de manière extrêmement disparate. Et donc, pour moi, au regard des droits de l'enfant, encore une fois, je le redis, mais et ce qu'a dû vous dire hier Hatem Kotram, c'est qu'on n'a pas cette visibilité en France, et c'est un problème. Et je pense qu'un des forts enjeux, il est de ce côté-là. Alors, on y reviendra. Merci. Alors, de votre point de vue à vous, Monsieur Iacovelli, alors, comme sénateur. Oui, je ne sais pas forcément en tant que sénateur que je réponds, mais en l'occurrence, j'aimerais répondre à Madame le juge, et je pense que vous avez mis le point aussi là où ça fait mal. C'est-à-dire que vous prenez des décisions, mais après, vous vous adaptez au système et à l'offre disponible. Et c'est un peu le problème, c'est-à-dire que plutôt que de mettre l'enfant plutôt que d'adapter le système à l'enfant, c'est l'enfant qui s'adapte au système. Et c'est un peu la disparité qu'on voit dans un certain nombre de départements. On a des départements qui ont les moyens, mais par choix politique ne font pas, ou en tout cas font le strict minimum qu'impose la loi. Je prends l'exemple des Hauts-de-Seine, mais il y a d'autres départements malheureusement qui... Par choix politique ou par choix économique ? Alors, pour le coup, pour les Hauts-de-Seine, c'est pas par choix économique, parce qu'on a les moyens de le faire. On fait même un excédent honteux chaque année. Donc c'est par choix politique. Donc, non, c'est par choix politique. C'est-à-dire que, excusez-moi, mais la protection de l'enfance, ça ne rapporte pas une seule voix électorale. Donc il y a d'autres politiques, malheureusement c'est le cas, mais il y a d'autres politiques qui rapportent plus de voix, et donc il y a des choix politiques qui sont faits dans un certain nombre de départements où ils favorisent ce qui est visible, ce qui rapporte des voix et ce qui peut permettre éventuellement une réélection ou une reconduction d'une majorité.
Et puis, il y a des départements qui n'ont pas les moyens, mais qui font des choix politiques d'investir malgré tout, au détriment d'autres politiques publiques, et qui ont des difficultés, mais qui engagent des contrats jeunes majeurs, qui engagent des expérimentations avec l'ARS, notamment pour les enfants autistes, qui sont aussi parfois pris en charge par l'ASE. Et donc, on voit bien le manque de passerelle entre la NDPH et l'ASE qui pose aussi un réel problème. Et donc, il y a des expérimentations, je pense notamment à Paris. Alors Paris a moins de problèmes financiers qu'un certain nombre de départements, ça c'est sûr, mais il y a un certain nombre d'expérimentations qui sont mis en place, notamment avec l'ARS. Donc on voit bien que voilà, il y a deux types de départements, ceux qui ont les moyens mais qui ne font pas, ceux qui n'ont pas les moyens mais qui font, et puis ceux qui font le strict minimum, donc on va dire même 3. Donc en fait, toute la question de la gouvernance se pose sur quel type de politique est pris en charge par l'État. Moi, je pense effectivement que l'État, au fur et à mesure de la décentralisation, s'est complètement délaissé, a complètement laissé les départements livrés à eux-mêmes, à gérer cette politique qui, à mon sens, devrait être une politique régalienne et donc prise en charge par l'État. Après, de façon déconcentrée ou pas, ça c'est à voir, pour garder cette proximité. Mais je pense que sans cadre, sans normes, sans contraintes pour les départements, on voit qu'un département sur 2 n'applique pas aujourd'hui la loi de 2016, voire la loi de 2007. Donc il y a un certain nombre de dispositifs qui ne sont pas appliqués. Donc il y a un vrai problème de département et il n'y a surtout pas de contrôle de l'État. C'est-à-dire que même si on décentralise un certain nombre de politiques publiques et notamment sociales, l'État se doit de réguler et donc de contrôler in fine. Et aujourd'hui, l'État ne fait pas son rôle de régulateur. Et c'est bien tout le problème. Et aujourd'hui, le CNPE, qui a été créé effectivement dans la loi de 2016, n'a aujourd'hui plus les moyens, ou pas les moyens, d'ailleurs, ce n'était pas dans ses missions initiales, mais ça pourrait être une des missions qui est accordée au CNPE pour justement avoir ce contrôle et cette régulation auprès des départements. Merci. Alors, Madame, comme avocate, est-ce que vous observez, vous, ces disparités? Je crois que je vais être exceptionnellement plus modeste dans mon propos. À savoir que localement, je veux dire, vous savez, quand on va devant un juge des enfants et qu'on demande une mesure éducative, on se fonde sur un article, qui est l'article 375 du Code civil, qui dit qu'effectivement, il faut voir si l'enfant est en danger physique, psychologique, affectif. Et en fonction de ça, le juge va décider si effectivement une mesure éducative, elle doit se mettre en place. Moi, ce qui me frappe dans ces saisines du juge des enfants, à l'heure actuelle en tout cas, c'est de plus en plus, alors peut-être que ça ne va pas vous intéresser ce que je vous le dis, vous m'arrêtez, hein, mais puis je m'en vais. Vous avez dit qu'il n'y aurait pas de langue de bois. Ce que je veux dire, c'est que je suis absolument étonnée de plus en plus aux saisines du juge des enfants dans le cadre de conflits familiaux purs. Je vais rester 5 minutes alors. Quand j'ai débuté dans cette profession, c'était vraiment le juge des enfants, travaillait dans un lieu secret avec l'aide sociale comme bras armé. Et les éducateurs, on ne savait pas bien qui c'était. Il faut quand même le rappeler, on a un peu évolué quand même. Hein. Les rapports éducatifs, les parents n'y avaient pas accès. Hein. On était vraiment dans quelque chose d'extrêmement confidentiel. Hein. Et en plus de ça, l'enfant, l'enfant, effectivement, c'était l'être que le seul juge des enfants voyait, parce que pour le reste, en fait, l'enfant n'existait pas, même si dans le droit de la famille, il n'existait pas. Et encore, il a du mal à faire sa place dans les auditions devant le juge aux affaires familiales. Ce qui m'interpelle, effectivement, c'est ces conflits de plus en plus violents, et on n'a pas beaucoup de moyens à notre disposition. Alors, moi, ça m'énerve quand on parle aux gens, quand on leur dit aux gens, il faudrait que vous communiquiez.
alors qu'ils ont chacun un avocat de leur côté. Enfin, on n'est pas obligatoirement des méchants, hein, les trois quarts du temps. Enfin, en principe, j'espère, on essaie de trouver des solutions d'apaisement. Ou quand on dit le fameux conflit de loyauté de l'enfant ou des imbécilités de ce genre, pas des imbécilités, je sais que ça a du sens, mais je veux dire, au bout d'un moment, c'est la tarte à la crème, puis moi, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est qu'on avance. Alors déjà, les mesures éducatives, je me rapproche de Madame le juge des enfants, effectivement, moi, à Dijon, par exemple, les mesures éducatives, de temps en temps, elles se mettent en place tout de suite, et de temps en temps, elles se mettent en place 3 mois après. Donc en fait, quand on revient 1 an après, en fait, il y a eu 6 mois de travail, il n'y en a pas eu 12, hein. Bon, voilà, déjà ça c'est un vrai problème parce que l'éducateur, aussi compétent qu'il soit, il y a des moments, il ne peut pas aller toutes les semaines ou il y va une fois toutes les 3 semaines ou 1 mois dans la famille et déjà c'est vachement bien. Et je crois que 6 mois, ça réduit beaucoup, ça réduit le travail et ça ne nous permet pas d'avoir une vision intéressante. C'est pas intéressant. D'où moi, j'avais mis des petites notes sur la critique du système, peut-être qu'en fait, je vous en reparlerai tout à l'heure. Ce qui me frappe dans la mesure éducative, c'est l'absence de continuité dans le lien avec l'enfant. J'aimerais, enfin, ça, je vais peut-être pas vous faire plaisir, mais bon. C'est une exigence dans le contenu des rapports éducatifs. Parce que, vous voyez, vous m'applaudissez pas là, hein, vous m'applaudissez pas là. Parce que je crois que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes important pour le juge des enfants et pour les avocats et pour la famille dans le rapport, dans le contenu que vous allez apporter sur le plan chronologique, sur le plan factuel, sur le plan de votre expertise, comme on dit maintenant, c'est extrêmement fondamental. Et ces narrations qu'on voit dans certains rapports ne nous aident pas pour savoir si l'enfant a bien évolué, moins bien évolué, si les parents ont adhéré à la mesure, pas adhéré à la mesure. Et ça, je crois que véritablement, c'est fondamental. À Dijon, on commence un peu à travailler ensemble avec les éducateurs, où on vient de temps en temps, on parle ensemble, on leur dit, ben voilà, un rapport, c'est comme un mode de preuve, comme un autre mode de preuve, une mesure d'investigation qui fait que le juge, il va se reposer là-dessus parce qu'il n'a pas l'opportunité de voir l'enfant dans son quotidien. Et à ce moment-là, vous êtes un élément. En plus de ça, ce qui est très important, c'est ce rapport, il n'est pas contradictoire au départ, puisqu'il est déposé dans le bureau du juge avec son contenu. Après, il faut que nous en tant qu'avocats, qu'on soit de l'ASE ou pas de l'ASE, qu'on soit avocat des parents ou même avocat de l'enfant, il est important qu'on puisse contradictoirement en débattre à armes égales. Ça me paraît absolument indispensable. Bon, je vais peut-être arrêter là, non ? On finit le tour de table. Alors, merci madame. Monsieur Velu. Oui, le débat commence, donc je vais essayer évidemment de ne pas reprendre ce qui a été dit. Avant de venir, on a fait un tour avec les directeurs de la région sur finalement quel était le message s'ils m'avaient remplacé, qu'ils auraient fait passer. Clairement, nous on a le sentiment en tout cas que sur les 18 derniers mois, il y a une donnée qui pèse sur l'ensemble du dispositif, je l'ai évoqué, c'est la pression migratoire. Et la pression migratoire, la Croix-Rouge tient une conférence nationale à la mi-avril avec les autres pays, sous l'effet en particulier des effets climatiques, pas uniquement les guerres, nous paraît une donnée durable qui fait que dans toutes nos régions, on aura à substituer à la population classique traditionnelle une autre population qu'il faut que nous prenions en charge et qui crée une condition un peu nouvelle. Juste 2-3 exemples. 3 derniers mois de 2018 à Nevers, 85 mineurs non accompagnés à caser. Pas à accompagner, etc. À caser parce que dehors, parce que en situation difficile. Il y a 1 an, à Dijon, 200 mineurs non accompagnés sans solution. À l'hôtel, 16 ans, l'hôtel Ibis du coin, etc. Sans surveillance, sans accompagnement. La proie, évidemment, de tous les trafics possibles, etc. Donc ça, c'est quand même un élément de contexte qu'il faut qu'on ait en tête, parce que ça, c'est un des gros facteurs de moi ce que j'appelle, ce qu'on appelle, nous, l'apparition du court-termisme. Le court-termisme, c'est vraiment ce qui s'oppose à partir d'un besoin, d'une équipe éducative pluridisciplinaire, de responsable, et de prendre une bonne décision dans la durée, en vue de faire un cursus. Sauf que dans un système court-termiste, il y a des places à trouver, des gens à caser, y compris dans l'attente de solutions. Donc il y a un risque majeur, c'est vrai, c'est que selon les départements, on soit contraint
d'avoir une politique qui fasse plus de la veille éducative que de l'accompagnement et des projets. Alors, c'est le verre à moitié plein, hein, je le concède bien. Il y a un deuxième élément, c'est que évidemment cette pression et cette nouvelle donne, elle accentue des politiques dont on sait qu'elles sont discutées aujourd'hui. Par exemple, il y a une pression à la place qui fait que, évidemment, des parcours qui se terminent à 18 ans, c'est plus facile pour laisser de la place que des parcours que des éducateurs vont estimer nécessaires, un peu plus longs, avec des entrées et des sorties. Une place que l'on veut garder pour permettre des solutions de répit, un droit au retour, c'est une place vide, non occupée. Et évidemment, c'est contraire à la pression dont je viens de parler. Donc ça, c'est vraiment une des données qui nous paraît importante à réfléchir. En gros, on est quand même à la veille de passer d'un système basé sur l'évaluation d'un besoin et la réponse à ce besoin à un système basé sur la ressource. Et alors c'est là où j'apporterai un élément un peu de contradiction. Nous, on pense que la question des territoires et des politiques territoriales est très importante. Parce que d'un territoire à l'autre et dans une même région, les ressources, les capacités ne sont pas les mêmes. Dans une région où la politique globale financière de développement du territoire économique, où la richesse, elle va s'organiser selon un axe bien précis, à travers des métropoles bien identifiées, dans toutes les régions, toutes les zones blanches qui sont autour, là, les politiques comme celle de l'enfance, elles vont être d'autant plus en difficulté. Et demain, je pense qu'une crise majeure dans un couple, avec toutes les caractéristiques que vous avez évoquées, de violence particulière, etc., elle ne se réglera pas de la même façon selon qu'on est dans la bordure du Morvan, dans une zone perdue de tout, sans lien, avec un groupe scolaire qui vivote, un hôpital qui est en train de fermer, et les décideurs autour de la table ne prendront pas la même décision selon qu'ils sont au plein centre de Dijon ou dans cette région-là. Donc, d'une certaine manière, ces disparités, elles doivent aussi nous faire réfléchir sur les politiques territoriales. Certes, les fonctions régaliennes sont vraisemblablement un peu mises à mal par les pressions que j'ai indiquées. Récemment, dans un département, les autorités départementales nous ont dit deux choses. On a quand même dit aux juges, s'ils pouvaient prendre un peu moins de mesures, ça nous arrangerait. Alors la justice, ils ont une réponse immédiate des juges disant la justice est indépendante. Puis ils ont dit de toute façon, on a pris des engagements avec des CEPOM, avec les grosses associations, donc il n'y aura pas d'investissement sur de nouveaux projets dans les 4 ans qui viennent. Donc ça, c'est des données, quand on plante ce décor-là, qui quand même relativisent beaucoup l'ambition éducative, le projet qu'on peut avoir dans la durée face à un besoin. Alors, ça n'est pas le tout, oui. Mais c'est la préoccupation du moment, en tout cas en ce qui nous concerne. Merci, Madame Derain. Alors c'est évident qu'il y a une question de pression et financière et d'organisation administrative et d'offre de services, on va dire, comme ça. Moi, je trouve que la manière de renverser les choses, et on l'a évoqué déjà à mi-mot, et vous, Madame le juge, en particulier, et si on devait se dire où sont les enjeux, parce qu'on y viendra, c'est bien la question de partir des enfants et des besoins des enfants. Quand bien même, il ne s'agit pas évidemment de faire de la haute couture, même si on peut en rêver pour chacun des enfants, c'est au moins de se dire, à partir d'un état des lieux, qui peut être fait à plein de niveaux, mais déjà le cabinet d'un juge permet de le faire très très bien, ou de 2 juges comme à Châlons actuellement permet de le faire très très bien, c'est de quel type de ressources on a besoin, c'est-à-dire quels sont les besoins des enfants à satisfaire. On part pas, il ne s'agit pas de théoriser et de partir de choses en général, mais c'est au travers des situations qu'on rencontre et de le faire suffisamment régulièrement pour adapter l'offre de services, de réponses, de satisfaction des besoins aux enfants à la réalité des besoins des enfants. C'est-à-dire que là, on est vite parti dans le débat sur l'offre de services, c'est-à-dire ce qu'on peut faire financièrement, ce qui existe. Et comment aussi, dans les organisations, ça c'est plutôt pour les directeurs, mais au CNAEMO c'est quand même aussi un sujet d'importance, on a des réponses qui sont capables de s'ajuster, de s'adapter aux besoins des enfants. C'est l'article 1 de la loi de 2016, vous savez, qui inverse, pas qui inverse les choses, qui pose très clairement le fait que la protection de l'enfance est avant tout la réponse aux besoins des enfants. C'est quand même absolument déterminant et ça doit orienter toute la manière de penser les questions de protection de l'enfance.
Quant à la question de l'implication de l'État, moi je crois qu'on ne reviendra pas, pardon monsieur le sénateur, mais je crois qu'on ne pourra pas revenir parce qu'on n'a plus les compétences avec un État qui puisse intervenir directement au niveau des départements par l'entrée de la cohésion sociale, puisque c'est là l'autre lieu où sont portées les questions de l'aide sociale à l'enfance, les autres lieux étant la justice. En revanche, encore une fois, je le disais tout à l'heure, tous ceux qui concourent à la protection de l'enfance et qui ont un petit peu de mal à s'ajuster justement pour répondre aux besoins des enfants. Encore une fois, au moins l'école et la santé comme sujet déterminant. Comment ces gens-là, localement, on les implique davantage? Et comment on a une impulsion qui peut partir d'en haut, parce que si ça part pas d'en haut, je ne crois pas que ça se passera localement, qui puisse, là aussi, aménager les réponses. Je voudrais prendre l'exemple de l'école. Le temps de l'enfant, en protection de l'enfance, c'est extrêmement important. Quand un placement intervient à 5 ans et demi ou 6 ans, et qu'il va faire déjà 3 lieux au regard notamment de l'évaluation, puis après d'un lieu plus durable, et puis d'une famille d'accueil qui ne peut plus l'accueillir, et puis etc., etc. C'est au moment de sa scolarisation, et sa scolarisation, elle va déjà être découpée, l'année de l'apprentissage de la lecture, en 3 ou 4 fois. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à inventer du point de vue de la scolarité pour éviter ces situations qui sont déterminantes dans des parcours d'enfants? Par exemple, on pourrait en donner plein d'exemples comme ça, y compris sur les questions de... J'évoquais la santé parce que c'est aussi assez déterminant. Quand des soins, qu'ils soient psychiques ou somatiques, ne sont pas engagés à des moments clés, ça va avoir un impact terrifiant pour les enfants. Alors, merci. Je vous propose que, sans tarder davantage, on essaie d'établir le dialogue avec la salle, peut-être en passant par les questions ou réactions, messages qui seraient déjà arrivés par SMS. Et si elles ne sont pas déjà arrivées par SMS, si il y en a, alors, les observations, normalement on doit pouvoir les lire sur les écrans de contrôle, et autrement on peut se retourner. Les observatoires départementaux, merci, de la protection de l'enfance, ne pourrait-il pas être plus utile face aux disparités et manque de moyens s'ils étaient plus indépendants des conseils départementaux? Alors, ah ben, monsieur le sénateur, là, quand même... Non? Oui, bah oui, de préférence. Non, mais je voulais prendre un exemple tout à l'heure. Je pense que dans cette salle, personne n'accepterait qu'on ait 101 programmes de l'éducation nationale différents. Et aujourd'hui, on a une politique publique de la protection de l'enfance différente. Chaque département applique sa propre politique de protection de l'enfance. Et ça, c'est pas normal. Aujourd'hui, il n'y a pas d'égalité devant la politique de la protection de l'enfance. Il n'y a pas d'égalité pour les enfants. Mais c'est pareil pour tout. C'est pareil pour l'aide sociale, c'est pareil pour l'accompagnement des personnes âgées, c'est pareil... Non, il y a un cadre national, il y a une grille... Oui, il y a une grille, il n'y a pas tout à fait. Donc aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est un cadre national. Je pense qu'effectivement, comment dire, je ne pense pas qu'on puisse revenir à la DAS ou à une structure nationale qui pourrait gérer la protection de l'enfance. On ne pourra pas y revenir. Mais tout en gardant la décentralisation de la protection de l'enfance, je pense qu'effectivement, il nous faut des plateformes gérées par l'État, où l'État s'implique dans le contrôle, dans l'accompagnement des départements et dans la contrainte, à la fois des contraintes financières pour les départements qui ne jouent pas le jeu et des bonus pour les départements qui jouent le jeu, qui mettent les moyens sur la protection de l'enfance et surtout valoriser, je pense, les départements qui jouent le jeu. Je pense notamment au Calvados. Alors, je suis désolé, le président, pour le coup, de Canéo et du Calvados, mais quand vous vous auditionnez au Sénat, vous nous avez raconté aussi des expérimentations qui datent de 40 ans. Expérimentation de 40 ans, ça serait quand même bien peut-être de généraliser. Alors c'est peut-être pas forcément généralisable dans tous les départements, mais les CEMO que vous avez mis en place, ça permet aussi à tous ces enfants de ne pas attendre 18 mois, 2 ans pour avoir la mise en place de l'ordonnance de placement. Si vous voulez, une fois que le juge a ordonné, on attend parfois 2 ans. Vous imaginez, sans parler de la période avant le jugement, où donc du coup, en 3 ans, on a des gamins qui peuvent être complètement détruits parce que l'institution n'a pas été capable de rentrer. Le temps de l'enfant, c'est pas le temps de l'administration. Et il faut que l'administration s'adapte au temps de l'enfant. C'est ça, en fait, je pense, le vrai problème. Merci. Alors, Madame de la Tranchette, une question directement pour vous, Madame la juge. Avez-vous des recours, des instances
à qui vous adressez lorsqu'une mesure, placement à AEMO, etc., que vous ordonnez n'est pas mise en place? Pouvez-vous faire remonter les manques et à qui? La réponse est non. Je n'ai personne à qui m'adresser, sauf à faire appel à l'ASE et à dire attention, c'est urgent, il me faudrait une place là. Mais c'est tout. J'ai personne à qui faire remonter ces difficultés, sauf au chef de service, au coordonnateur de l'aide sociale à l'enfance, mais en tous les cas au niveau judiciaire. Qui lui-même semble ne pas avoir les moyens pour agir. Oui. Oui, je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. On a beaucoup parlé des besoins de l'enfant, mais une grosse difficulté aussi qu'on rencontre actuellement et même depuis pas mal d'années, on s'est beaucoup tourné sur les besoins de l'enfant, sur l'intérêt de l'enfant, et je trouve parfois aussi en oubliant de se tourner sur les besoins des parents. Et les besoins des parents, ils sont assis parce que, par exemple, je peux vous dire, sur mon territoire, il y a des femmes battues qui ont besoin d'aide, et c'est en les aidant qu'on peut aider les enfants. C'est une autre question, mais c'est une question auquel nous, on doit faire face. Bien évidemment, parce que si on n'a pas non plus assez d'aide ou d'outils pour aider les parents, et notamment sur le territoire de la Saône-et-Loire, on n'a pas de centres parentaux, alors qu'il y a plein de jeunes parents qui pourraient garder leurs enfants, et je suis parfois amenée à confier ces enfants à l'aide sociale à l'enfance parce que les parents ne peuvent pas être suffisamment étayés. Et une fois qu'il y a un placement, c'est très très difficile parfois d'être suffisamment présent pour que les parents puissent évoluer dans leurs compétences parentales. Alors, et c'est quand même une grosse difficulté. Merci. Madame Clépin souhaitait réagir à ce que vous disiez, Monsieur Velu également. Je vous en prie. Vous parliez à l'instant de violence conjugale. Moi, je crois que effectivement, une solution assez facile, à mon avis, même sans aller jusqu'à l'Élysée, ça serait qu'il y ait un rapprochement véritablement des compétences des juges aux affaires familiales et des juges des enfants. Et je trouve que manifestement, le cœur du problème justement des violences conjugales, c'est un vrai problème de la famille et c'est une défaillance de l'exercice de l'autorité parentale. Et à ce titre-là, on pourrait vraiment faire un travail, et on va le faire demain d'ailleurs avec des juges des enfants, et je crois que au niveau local, au niveau de Dijon, on va faire en sorte que dès qu'il y a une ordonnance de protection, effectivement, cette ordonnance de protection est envoyée au juge des enfants, mais jusqu'à maintenant, le juge des enfants ne s'en saisissait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'évaluation éventuellement faite par la CEDU, il n'y avait pas éventuellement de bilan d'investigation, alors que je trouve ça très dommageable. Parce que exclure un enfant tout d'un coup et le placer alors qu'il vient de vivre une situation extrêmement compliquée, parfois chronique ou quotidienne, de violence du père sur la mère, et tout d'un coup l'extraire encore d'une autre... je trouve ça extrême. Vous le savez mieux que moi, le placement c'est extrêmement violent. Hein. Bon, c'est une rupture. Et à ce titre-là, je crois qu'on pourrait envisager des mesures faites par le juge aux affaires familiales, par exemple, l'exercice exclusif de l'autorité parentale pendant un temps. Qu'est-ce que ça recouvre? Je trouve qu'on oublie complètement les textes, en fait, en définitive. On oublie les textes parce qu'on les a à notre disposition. Quand je vois la loi de 2016 qui nous dit très précisément que qu'est-ce que c'est que la protection de l'enfant? C'est soutenir son développement physique, affectif, intellectuel, social, préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation. Moi, déjà là, si on travaille sur ce socle-là, on peut déjà avancer. Et on peut effectivement avancer en corrélation, non pas qu'un juge aux affaires familiales me dise c'est pas de ma compétence, c'est la compétence du JE, et c'est le JE qui va me dire c'est pas de ma compétence, c'est la compétence du JAF. Moi, on n'avance pas et on n'avancera jamais. Et je crois qu'il y a véritablement une évolution qui est faite dans les comportements des magistrats, mais aussi des avocats, qui fait qu'on est là pour travailler peut-être ensemble. Parfois on s'affronte, hein. Parfois on n'est pas d'accord, mais au moins on essaie d'avancer. Et je crois qu'il y a une complémentarité indispensable et non pas une espèce de monopole de compétences qui font que les enfants payent le prix fort.
C'est ça que je voulais dire par rapport à ça. Il n'y a pas besoin de nouvelles lois dans certains domaines. On peut agir si on fixe la loi telle qu'elle est, en donnant effectivement un plein sens à la notion d'exercice de l'autorité parentale, à une défaillance lorsqu'il y a des violences qui sont commises, et comment on peut envisager, par des sanctions éventuellement civiles, comme le... J'ai presque fini. Comme une sanction... Oui, mais pas nous. Taire, hein, comme la sanction civile de l'exercice exclusif de l'autorité parentale. C'est très important. J'ai fini, monsieur, je vous promets, en pratique, parce que l'exercice exclusif de l'autorité parentale, dans le quotidien de l'enfant, c'est fondamental. C'est le fait, c'est l'école qui est plus facile, c'est le travail, c'est les vacances qui sont plus faciles, les voyages scolaires, c'est l'accès à la santé, c'est tout ça. Merci, madame. Mais comment ils font, les juges? Je ne sais pas, moi. Monsieur Velu, je vous en prie. Je ne peux que commencer en disant, je serai bref. Il y a beaucoup de belles choses qui sont dites là, donc vraiment, je ne vais pas les paraphraser. J'ajouterai simplement un élément. Les politiques publiques, elles sont alimentées aussi si l'opinion les demande et les réclame. Il n'y aurait pas de politique du handicap sans l'affaire des disparus de Lyon et quelques scandales qui ont ému l'opinion. D'ailleurs, on parle beaucoup de l'émission de télévision qui aurait commencé à faire bouger un peu les choses. Moi, je pense que nous, associations, on a une responsabilité. Ce que j'ai vu ce matin, moi, j'ai trouvé ça très encourageant. On commence à avoir des jeunes issus de la protection, des politiques de la protection de l'enfance, des héros qui expliquent d'ailleurs toute la difficulté à revendiquer leur vie et leur histoire, parce qu'on n'est pas on sort de la DAS, on n'est pas victime de ses parents, et ce geste-là, on sait, il est d'une telle difficulté que précisément, peut-être qu'émergent difficilement encore aujourd'hui des porte-paroles. Il faut qu'il y ait un porte-parole là pour les politiques de l'enfance. Et évidemment, elle ne peut être que l'objet de ceux qui l'ont vécu. Donc nous, associations, on a une responsabilité, je pense, à les aider, à prendre la parole, à partir de leur témoignage de ce qu'ils ont vécu pour revendiquer une politique globale. Et ils sont bien placés, en plus c'est ceux qui ont réussi, c'est d'autant plus facile. Et dans cet esprit-là, à la Croix-Rouge, on a pris comme axe dans le bénévolat beaucoup le soutien à la parentalité, et on mobilise nos bénévoles sur cette affaire-là. Par exemple, toutes nos vestiboutiques actuellement ouvrent un peu systématiquement des rayons petite enfance, habits pour les enfants, qui sont des prétextes pour faire venir les parents et en fait pour engager le dialogue avec eux. Mais on se rend compte de choses, c'est que, c'est difficile à faire, et que même nos propres bénévoles ne s'engagent pas sur ce sujet-là, aussi parce qu'ils ont un peu de réticence à le faire, parce que l'expérience de parents, c'est à la fois ce qu'il y a de plus commun entre les êtres humains et ce qu'il y a de plus aussi différenciant. Et donc chacun a un avis sur le sujet. Donc là, vraiment, je pense qu'on touche du doigt cette question-là. C'est une cause qui doit, à mon avis, qu'on doit davantage clarifier, porter les uns et les autres, et qui doit trouver sa place dans l'opinion. Je pense que c'est ainsi que les politiques se décideront à avoir des politiques plus vigoureuses. C'est en tout cas ce qu'on a observé souvent. Quand les lecteurs s'émeuvent d'un sujet, comme par hasard, on trouve quelques moyens qui traînaient par-ci et par-là. Enfin, il me semble que récemment, c'est ce qui vient de se passer. Donc ça, je pense que c'est un élément sur lequel je voulais insister. Et puis un petit point quand même sur la question de l'école. Il y a eu, il y a 2 ou 3 ans déjà, des assises AEMO sur la question de l'inclusion. Peut-être on n'a pas assez insisté, mais l'inclusion, c'est pas simplement l'intégration et l'insertion. Hein. C'est la société qui fait l'effort d'agir différemment pour accueillir. Voilà, oui. Et quand même, un de nos gros problèmes aujourd'hui, c'est quand même avec l'école, les difficultés de dialogue, une forme d'insularité du dispositif par rapport à l'éducation nationale. Alors moi, c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez indiqué. Si vraiment on peut œuvrer utilement, c'est à continuer inlassablement à se battre contre les silos, contre les forteresses et travailler pour le coup dans l'intérêt de l'enfant. Alors merci. Je voudrais que nous accueillions maintenant Madame Bigot qui nous rejoint, présidente de la CNAP. Merci de nous rejoindre malgré des contraintes et des difficultés de transport, mais je ne sais pas tout. Merci. Vous avez compris que nous étions en train d'explorer les inégalités, les différences, les difficultés pour qu'une protection de l'enfance se mette en place de manière
à peu près correcte sur l'ensemble du territoire national. On explorait ça à partir de différents points de vue. Le vôtre, évidemment, nous intéresse particulièrement. Merci. Je voudrais vous dire combien je suis contente d'être dans des assises de DAEMO, parce que j'ai un lourd passé de juge des enfants avant d'être présidente de cette fédération. Et j'ai, en dernier temps, présidé la Chambre des mineurs et la Chambre de la famille. Donc j'ai pris au vol les propos de ma collègue, si j'ai bien compris. Non, madame est avocate. Elle est avocate, mais ça aurait pu aussi être ma collègue. Donc ma collègue est là. Voilà. J'avais compris qu'il y avait 2 femmes qui étaient dans l'institution judiciaire. Et j'ai donc, depuis quelque temps, la présidence de cette fédération. Sur la question de l'harmonisation, qui est donc ce dont vous parlez, je pense que c'est effectivement ce qui est aujourd'hui porté très fortement par un besoin qui apparaît de plus en plus manifeste et qui est peut-être né finalement de la prise en charge des MNA. Peut-être que c'est par ce prisme-là, que l'on s'est rendu compte de la nécessité d'une harmonisation. Parce que ça n'est pas nouveau. Ils viennent le révéler. Voilà. Et ayant été à la cour d'appel, j'ai bien vu que selon les départements relevant de cette cour d'appel, le traitement n'était absolument pas le même de la protection de l'enfance selon les territoires. Pourquoi ? Eh bien parce que, et j'en suis fort aise, les politiques jusque-là ne s'y intéressaient guère, sauf quelques-uns. Vous avez tous constaté que dans le cadre des élections départementales, on ne parle jamais de protection de l'enfance. C'est quelque chose qui ne mobilise pas l'électorat. Par conséquent, on peut être content qu'aujourd'hui, un certain nombre de politiques s'y intéressent, et je salue en particulier M. Iacovelli qui est avec nous aujourd'hui et qui s'est emparé de cette question. Alors, comment harmoniser ? Évidemment, on sait bien que à partir du moment où il y a une décentralisation, les départements sont maîtres. Mais il y a quand même un certain nombre d'instances nationales qui sont en place. Et en particulier le CNPE, Marie Derain vous en a forcément parlé, puisqu'elle est présente, j'en fais partie. Le CNPE, qui, s'il avait un peu plus de moyens, aurait certainement des possibilités de faire remonter les inégalités qui peuvent être criantes sur les territoires. Mais peut-être que c'est aussi avant tout une question d'état d'esprit. Si on s'attelait plus à en revenir aux fondamentaux des lois, et c'est comme ça depuis l'ordonnance de 58 qui fondait le juge des enfants en assistance éducative, mais ça a été fortement rappelé par les lois de 2007 et 2016, mettons l'enfant au cœur du dispositif. Et si nous mettons l'enfant au cœur du dispositif, nous serons bien contraints de trouver des moyens qui soient adaptés. Et ça ne sera plus la politique qui fera que les enfants s'adapteront au dispositif qu'ils veulent bien lui proposer, mais c'est le politique et la politique globale publique qui s'adaptera aux enfants et qui fera en sorte que leurs besoins soient respectés. On a beaucoup progressé sur la question des besoins, puisqu'aujourd'hui, on a quand même une conférence de consensus qui nous permet de savoir quels sont les besoins fondamentaux des enfants. Le besoin de sécurité apparaissant comme l'essentiel, mais ça ne surprendra personne ici, parmi tous les professionnels qui sont parmi vous. Alors, si on s'interroge effectivement vraiment à l'enfant, eh bien, je pense que du coup, on arrivera peut-être à harmoniser les moyens différemment. Alors, merci pour cette introduction. Je vous propose que nous allions maintenant dans cet aller-retour avec la salle. Alors, vous avez la possibilité de prendre la parole. Oui, une première. Le micro arrive. Merci. Je vous en prie. Bonjour, vous m'entendez, oui ? Oui, parfait. Voilà, ma question s'adresse plutôt à Madame Kepling, qui est avocate, c'est ça ? Oui. Et un peu au juge des enfants. Voilà, moi je travaille dans le service d'AMO sur la région toulousaine et j'ai entendu tout à l'heure dire que au niveau des temps d'attente pour la prise en charge des mesures, ça peut durer 3-4 mois. Chez nous, ça peut durer 7, 8, 9, presque un an. Et nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on envoie un courrier aux parents, on fait ce qu'on appelle une visite d'accueil dans nos locaux. Et un an après, quand on reçoit les familles,
Et quand on relit l'ordonnance avec eux, il peut y avoir un décalage énorme entre ce qui s'est passé le jour du passage devant le juge et chez nous. Et la deuxième question que je voulais poser dans la même question, c'est on travaille beaucoup avec les avocats. Bon, ça se passe pas toujours très bien, mais ça c'est un point de vue personnel. Et si vous voulez, j'ai entendu une avocate me dire un jour que peut-être, comme aux États-Unis, où on est très procédurier, etc., que si les temps d'attente sont trop longs, il pourrait y avoir un vice de forme et que la mesure ne se mettrait jamais en place. Je voulais juste savoir si c'était juste un truc... Merci. Enfin, je ne sais pas, je vous pose à vous la question, madame l'avocate. Merci. Alors, l'une et l'autre, je vous en prie. La question, c'est de savoir s'il y a des bons ou des mauvais avocats. Alors moi, je vous réponds, oui, il y a des mauvais avocats, comme il y a des mauvais éducateurs et des mauvais travailleurs sociaux. Mais il peut y avoir des bons travailleurs sociaux et des bons avocats. Mais des mauvais éducateurs, très peu. Hein. Moi, ce que je vais vous dire, je ne sais pas quelle est votre question. Moi, je fulmine quand les mesures éducatives ne commencent pas, parce que quand on va devant le juge des enfants et que ça commence pas, on a les clients au bout du fil qui nous disent mais ça démarre pas. Alors c'est vrai que c'est très compliqué par rapport à ça, parce que qu'est-ce qu'on fait pendant cette espèce de période de jachère où en fait on est là avec des difficultés parentales, avec l'enfant qui va pas bien, les parents qui vont pas bien, et puis on est avocat, on n'est pas thérapeute. Hein. Voilà, enfin, c'est compliqué parce qu'on peut pas non plus. Alors effectivement, on donne des conseils, à nos clients. On les invite à aller voir un psychologue, on les invite éventuellement à une thérapie ou des choses comme ça, ou effectivement de temps en temps ou éventuellement avec les sociaux d'enfants, on fait des AED, voilà. Mais pour la lenteur, moi je suis pas, on n'est pas responsable de ça. Hein, C'est le système. Ou alors on fait des référés JAF quand il y a des difficultés, quand vraiment la situation familiale est catastrophique, à ce moment-là, où il faut que l'enfant aille avec l'un ou avec l'autre quand il y a des difficultés de séparation, et à ce moment-là, on est contraint d'aller voir le JAF, alors que ce n'est pas obligatoirement le meilleur interlocuteur à ce moment-là. Madame de la Tronchette ? J'ai pas vraiment plus d'éléments à apporter. Une mesure qui peut pas débuter faute de moyens, on doit y faire face. Moi, j'ai pas cette difficulté à Chalon-sur-Saône. J'ai un service très très réactif. D'ailleurs, je les félicite puisqu'ils sont présents. Et avec des mesures d'AEMO qui sont rapidement mises en place. Après, c'est évident que s'il y a un temps d'attente particulièrement long, bien évidemment, j'imagine que le jugement qui fixe les objectifs de la mesure, il doit difficilement être applicable ou d'actualité un an après. Pardon ? 18 mois dans le 93, oui. Madame Bigot, je vous en prie. Je voulais, en ce qui me concerne, dire que si les délais sont extrêmement longs, on constate quand même au niveau de notre fédération qu'il y a un certain nombre de services qui ont réussi à mettre en place des structures intermédiaires qui peuvent quand même être des possibilités pour les familles d'avoir déjà un écho. Et ça, c'est remarquable parce qu'évidemment, c'est les services qui se sont adaptés à ces difficultés. Mais ce qui me semblait aussi, dans la question que vous avez posée, monsieur, ce que j'entendais aussi, c'est que, au fond, quelquefois, on n'est pas très satisfait de la place de l'avocat. Mais est-ce que, véritablement, l'avocat doit satisfaire l'éducateur ? Je suis loin d'en être sûre. L'avocat n'est pas là pour être du côté, forcément, de l'intérêt de l'enfant, mais du côté de ses droits. Et je crois que c'est quelque chose qu'on oublie trop. La séparation qu'il faut faire entre les droits et l'intérêt d'un enfant. Je peux vous dire que lorsque j'ai démarré comme juge des enfants, j'imaginais pas qu'un avocat soit utile. Pour moi, l'avocat m'empêchait d'avoir un colloque singulier avec l'enfant, puisque moi je voulais son bien et que j'étais le bon juge et que j'allais me débrouiller pour que forcément cet enfant après aille beaucoup mieux. Et puis j'ai compris petit à petit que ma version des choses n'était pas forcément ce que l'enfant avait envie que l'on fasse. Et quand on revoit ces gens devenus adultes plus tard, ils vous font comprendre qu'effectivement ils auraient peut-être aimé qu'il y ait des porte-paroles de leurs droits et pas seulement des personnes qui pensaient être en capacité d'interpréter leur intérêt. Merci. Nous avons eu ce matin quelques témoignages
qui vont dans ce sens. Une autre intervention dans la salle, oui. Oui, donc je suis éducatrice dans les Ardennes depuis une trentaine d'années. Et ce que je voudrais dire, c'est que la disparité des départements, elle n'est pas due uniquement aux politiques des conseils départementaux ou aux infrastructures qui existent. Et je m'en excuse par rapport à Madame la juge des enfants qui est là, mais nous actuellement sur le département, la disparité, elle se fait selon le cabinet du magistrat. On a des secteurs, donc il y a 3 magistrates sur notre département, et sur un des cabinets, nous n'avons plus de mesure d'AMO parce qu'elle ne fait pas confiance, je pense, à notre service. Actuellement, sur un service de 50 salariés en AMO, je pense qu'on peut licencier 6 personnes parce qu'on a vu nos mesures depuis 1 an et demi que la juge est arrivée. On a vu nos mesures totalement avec des mains levées. Alors, je suis pour l'indépendance de la justice, comme tout à chacun ici, sauf qu'à un moment donné, on se dit que la juge des enfants, et c'est pas simple, elle est seule dans son cabinet, elle est seule à prendre des décisions. Quand bien même une équipe pluridisciplinaire fait des propositions de poursuite de mesures, de placement ou autre, c'est la magistrate seule. Et quand même, il y a une grosse disparité d'un magistrat à un autre. Merci. Voilà. Une réaction à ça? Il faut que les parents fassent appel. Faire appel? J'ai pas vraiment de réponse. Bon. Après, c'est pourquoi et qu'est-ce qu'elle en fait donc quand elle lève les AEMO? Elle place ou elle fait des plus lieux, Elle fait rien, c'est-à-dire elle clôture son dossier? Ah. Non, attendez. Sans micro, c'est inutile. Alors, le micro est déjà parti. Très bien. Ces collègues doivent être contents. Du coup, ils peuvent mettre plein d'AEMO. Merci. Je crois qu'ils sont 3. Pour ses collègues, c'est pas simple. Alors, effectivement, je pense que juge des enfants dans un département comme les Ardennes, c'est pas forcément un choix. Souvent, on nous dit que c'est les dernières de la classe qui arrivent dans notre département. Si vous voulez venir dans les Ardennes, je pense qu'on apprécierait tout à fait votre présence. Mais voilà, je pense cette magistrate n'avait certainement pas envie de venir dans notre département. Elle avait surtout pas envie d'être juge pour enfants. Mais ça, c'est un problème. Et c'est une réalité. Allez. C'est une réalité Merci. sur certains départements. Merci. Peut-être une autre question. Quelqu'un avait levé la main. Oui. Est-ce qu'on peut apporter le micro? Une dame au milieu. Je regarde ma montre. Il ne nous reste que 10 minutes à peine. Je vous en prie. On prendra ensuite la question qui nous arrive par SMS. Allez-y. Je vous en prie. C'est vrai qu'on a un peu l'oreille qui saigne quand on entend un peu la responsabilité des services. On n'a pas entendu le début. Pardon. Oui. Je disais que j'ai eu l'oreille qui a saigné un petit peu quand j'ai cru entendre qu'on renvoyait la responsabilité aux services. Je suis effectivement éducatrice à La Vège dans le 93. On est à 18 mois d'attente pour les prises en charge. On est nous-mêmes très impactés par ces délais d'attente. Ce matin, M. Stella a évoqué la tribune des juges des enfants du tribunal de Bobigny. Oui, aujourd'hui, on est content que les réalités se fassent connaître et qu'on puisse connaître les uns et les autres les réalités de nos territoires et de ces inégalités qui sont de vraies difficultés aussi pour nous, travailleurs sociaux. Merci. Oui, je vous en prie. Monsieur Iacovelli. Juste pour le 93, la Seine-Saint-Denis, je pense qu'il y a aussi un vrai problème pour ce département. Et d'ailleurs, le département de Paris et Seine-Saint-Denis ont à peu près les mêmes problématiques. Et notamment, c'est eux qui évaluent principalement les MNA. 60% des MNA sont évalués d'abord sur les 2 départements. Et ensuite sont redispatchés sur les autres départements. Et donc c'est vrai que l'afflux de MNA ces dernières années ont fait qu'il y a eu une saturation des places d'hébergement, et pourtant c'est des départements qui mettent les moyens.
on voit bien que il y a une palette très large de moyens que le département et l'ASE donc, ont mis en place avec les différentes structures d'hébergement, de familles d'accueil. Enfin, on a vraiment toute la palette, mais on a aussi un problème de disparité et de répartition des mineurs non accompagnés. Et ça, c'est une vraie problématique pour ces deux départements. Et je pense aussi, et là pour le coup je reviens sur l'absence de l'État dans ce dispositif, quand on sait qu'un MNA coûte, je suis désolé de parler d'argent, mais c'est aussi le nerf de la guerre, coûte à peu près 50 000 euros par an. Là, on vient de nous annoncer à grand coup de com' que l'État allait donner 1 800 euros par an et par enfant. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, l'État abandonne complètement les départements sur ces questions-là. Merci, Madame Bigot. Oui, je crois qu'en ces temps où on a besoin de regards positifs, on nous abreuve beaucoup trop de regards négatifs. Il serait temps aussi qu'on s'intéresse un peu plus au milieu ouvert et au travail que vous faites. Beaucoup trop facilement, il est dit que les mesures d'AMO ne servent à rien parce qu'elles ne se mettent pas en place, parce qu'on va aller voir les familles une fois tous les... bon, voyons, ça dépend des endroits. Moi, je crois que c'est vraiment la mesure par laquelle on peut sauver des situations familiales difficiles et je l'ai vu dans beaucoup de situations et vous le savez mieux que moi, vous qui le pratiquez, mais peut-être faut-il éduquer les politiques d'une part et éduquer également les médias à s'intéresser plus au travail que vous faites quotidiennement, ce travail qui est un travail qui est malheureusement trop rapidement considéré comme finalement un peu superfétatoire. J'ai le sentiment que là-dessus, on devrait se mobiliser. En tout cas, je sais que nous, à la CNAP, nous souhaitons véritablement faire un travail pour qu'un regard positif soit posé sur la protection de l'enfance. Et les services en milieu ouvert en font vraiment partie, parce qu'on remarque bien aussi qu'on a ces mouvements de balancier qui font qu'aujourd'hui, on est à nouveau dans une période où on pense que, après tout, les relations familiales naturelles sont quelquefois très nocives pour les enfants. Et donc, on en serait presque à nouveau à l'autre bout du balancier qui serait de dire, mais après tout, faisons peut-être en sorte qu'il y ait des séparations qui se fassent de manière plus forte entre des enfants et des parents. Et donc, il faut, pour cela, que le milieu ouvert soit fort et montre bien tout l'intérêt qu'il peut y avoir à permettre à un enfant de rester au sein de sa famille. Et d'ailleurs, toutes les conventions le disent, et la loi française aussi. Alors, merci. Je vous propose que l'on prenne la dernière question qui nous est arrivée par SMS. Comment contraindre les départements à mettre en place financièrement les dispositifs nécessaires, nombre de places d'accueil, point d'interrogation. Comment contraindre les départements? Alors, ça a déjà été évoqué. A-t-on la possibilité de les contraindre et comment le faire? Précisément. Merci, Monsieur Velu. Moi, enfin, précisément, positionnement associatif. Là-dessus, je crois, enfin, on va laisser les politiques prendre des positions sur le sujet. En tout cas, moi, vraiment, notre credo, moi, je le redis ici, on a une responsabilité pour organiser le porte-parole avec les personnels, même avec les parents et avec les jeunes quand on les suit suffisamment longtemps. Il faut saisir l'opinion, en faire un vrai sujet, ce qui n'est pas encore suffisamment le cas. On risque de reparler dans 3 ans de cette émission de télévision, mais une émission de télévision, c'est une chose. Je pense que vraiment, il y a une mobilisation, et les professionnels ont aussi leur responsabilité dans cette affaire. Ne pas vivre l'insularité, parce que je crois quand même que le problème du dispositif des protections de l'enfance a été aussi parfois de se positionner exclusivement dans un dialogue et dans une espèce d'insularité avec le juge et l'avocat. Et ça n'est pas la seule, et ça n'est vraiment pas, à mon avis, la seule question. On a évoqué beaucoup les politiques d'accessibilité de la santé, de l'école, les politiques de prévention. Et je crois que le risque vraiment du court-termisme actuel, c'est ça, c'est qu'on renvoie toutes ces questions de fond des politiques publiques préventives
s'inédier parce qu'il y a des urgences à traiter. Or, on ne fera qu'accroître les difficultés et les dérapages. Donc je crois que vraiment les réponses sont là. Les départements, ils seront saisis le jour où la société va vraiment se saisir de cette question et en faire une question urgente. Ce qui n'est pas tout à fait le cas encore. Et il y a des choses encourageantes, mais il faut encore faire beaucoup pour que ça bouge. Merci. Alors je vous propose que chacun vous puissiez répondre une dernière fois à ces questions. Avec des réponses très brèves, il nous reste 3 minutes, il faut qu'on arrête. Moi, je vous en prie, madame. Je pense que la contrainte, le besoin aujourd'hui, c'est pas nécessairement d'augmenter le nombre de places d'accueil. C'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, de développer d'autres moyens. Par exemple, un placement à domicile, ça coûte beaucoup moins cher qu'un placement classique, institutionnel. Une AEMO renforcée également. Permettre qu'un parent rencontre son enfant en lieu médiatisé, ça coûte aussi, ça peut coûter moins cher. Il y a plein de choses à développer et aussi au niveau des soins. Quand on voit aujourd'hui que se sont développées plein de sortes de thérapies, notamment pour traiter les traumas, auxquels les enfants confiés de l'aide sociale à l'enfance et même les enfants en AEMO n'ont pas accès. Moi, j'ai demandé à ce que des enfants puissent y avoir accès. Sur le département de la Saône-et-Loire, il y a 2 enfants qui ont pu y avoir accès. Alors que ça permettrait peut-être d'aider ces enfants de ne pas avoir un placement judiciaire, un placement classique qui durerait 15 ans. C'est ça qui coûte cher aussi. Et parfois, on ne se pose pas assez de questions pour qu'est-ce qu'on pourrait travailler pour permettre un moment à un enfant de retrouver son milieu naturel, retourner chez ses parents, mais avec de l'aide. Et cette aide, quand on y réfléchit, elle pourrait être beaucoup moins chère qu'un placement. Merci. Monsieur Iacovelli. Moi, je suis complètement d'accord avec Madame le juge sur ces propositions. Après, sur les contraintes des départements, effectivement, nombre de places d'accueil, il y a élargir la palette des propositions, ça je suis complètement d'accord. Diversifier. Diversifier. Au niveau des contraintes pour les départements, alors je ne vais pas me faire des amis au Sénat, parce qu'ils sont souvent tous anciens présidents du département. Mais je pense que clairement, la carotte, ça fonctionne. Et la carotte et le bâton. Et donc, en l'occurrence, les départements qui ne jouent pas le jeu, qui ne remplissent pas leur responsabilité sur la protection de l'enfance, il faut qu'il y ait des contraintes financières sur leur dotation de fonctionnement. Et il faut qu'il y ait des bonus, et je pense qu'il faut qu'il y ait des bonus et des aides supplémentaires pour les départements qui mettent en place une multitude d'offres et qui jouent le jeu. Et je pense que ça, le bonus-malus, je pense que c'est important, parce que moi, je n'attends pas que... Oui. Je n'attends pas que la population fasse bouger les départements, parce que sinon on va attendre encore plusieurs générations avant que ça bouge. Là, le soufflet effectivement est haut parce que les gens ont été émus. La première dame a appelé pour dire qu'il fallait un secrétaire d'État. Mais je pense que là maintenant, il faut avoir des contraintes financières importantes. Merci. Madame Derain, de manière, une conclusion d'1 minute. Voilà, alors je voudrais... Juste, moi, si je retenais quelque chose, revenir sur la question des besoins des enfants et de l'importance de ne pas opposer les besoins des enfants et les besoins des parents et les droits de l'enfant et les droits des parents. Et qu'on est vraiment dans un enjeu de complémentarité et de satisfaction de l'ensemble qui sont importants, et de se dire néanmoins que si on doit mobiliser les ressources des parents, avant tout, en tout cas essayer de le faire, il y a aussi un certain nombre de situations dans lesquelles on ne peut pas le faire. C'est important de l'évaluer assez vite dans l'intérêt de l'enfant, avec la question du temps, qui est très important pour les enfants. Et un des moyens d'y parvenir, parmi les 30 avis que nous avons rendus en 2 années d'exercice, c'est quand même pas mal. Je donnerai le lien pour le site du CNAEMO. Il y en a un autour d'un référentiel qui pourrait être un référentiel national, de manière à garantir l'équité sur l'ensemble du territoire en matière d'évaluation, de l'évaluation de la mesure, pendant le déroulement de la mesure et jusqu'au déroulé de la mesure, à la fin de la mesure, pour voir ce qu'elle a produit, cette mesure, et en tirer aussi quelque chose d'une communication positive sur la protection de l'enfance, dont il est beaucoup question depuis ce matin. J'ai été trop longue, pardon. Merci. Madame Clépin, 1 minute pour conclure, de votre point de vue. Alors,
Pour essayer de ne pas répéter ce qui a été dit, il me semble qu'il y aurait nécessité, pour harmoniser, à ce qu'il y ait vraiment une instance qui ait le pouvoir de le faire et qui ait aussi effectivement la participation de l'État de manière plus prégnante, parce qu'on s'imagine, on ne sait pas pourquoi l'État sinon imposerait s'il n'y avait pas quand même une participation plus forte. Et puis dire aussi que je crois que si on engageait plus la responsabilité des présidents de conseils départementaux, peut-être aussi que les choses évolueraient. J'ai connu une période où aucun président de conseil départemental ne respectait les décisions de justice. On en est très loin aujourd'hui. Je crois encore une fois que ce sont les MNA qui ont été l'alibi à tout, qui ont permis effectivement de dire on ne peut plus, on n'a pas les moyens, etc. Et outre les recours devant nos institutions françaises de justice, eh bien, il y a le recours devant la Cour européenne. La Cour européenne des droits de l'homme a quand même condamné de nombreux pays pour n'avoir pas su mettre en sécurité ses enfants. Et je pense que c'est ce genre de décision qu'il faudrait ensuite pouvoir exploiter. Merci. Souhaitez-vous conclure 30 secondes 30 secondes. À 5 minutes, c'est vachement bien. Je l'ai fait exprès de parler en dernier. Je disais 30 secondes. Non. Mais vous ne pouvez pas me contraindre, hein. C'est comme les conseils départementaux, vous ne pouvez pas. Je comprends bien. Donc en fait, j'en ai une minute, promis. Parole d'avocat, promis. Ce que je veux dire, moi, je crois fondamentalement, mais je suis un peu abrupte, excusez-moi, mais la première question qu'on doit se poser, c'est quelle conception on a de l'enfant. C'est ça. Qu'est-ce que c'est un enfant en soi? Infant, celui qui ne parle pas, hein, étymologiquement. Ce qui m'a toujours étonnée, c'est que l'enfant, c'est comme la maltraitance d'enfant, ou l'enfant, comme les violences conjugales, ça ne s'arrêtera jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut toujours être vigilant, il faut toujours se battre. Autrement, on sera toujours sur le bord du chemin et l'enfant ne pourra pas grandir dans de bonnes conditions. Moi, j'entends bien tous vos vœux pieux pour qu'on soit positif. Moi, je ne suis pas positive en ce moment. Je suis plutôt pessimiste par rapport au sort des enfants à l'heure actuelle parce que il y a la loi, effectivement, qui ne s'applique pas toujours, en particulier en matière d'administrateur ad hoc. Ça ne marche pas dans tous les départements. En Côte d'Or, ça marche vachement bien parce que je suis l'avocat, donc ça marche vachement bien. Mais en tout cas, dans les autres départements, ça ne marche pas toujours. Et on ne sait pas comment faire fonctionner pour que la parole de cet enfant elle soit entendue dans les cours d'assises, devant les tribunaux correctionnels. Et je crois qu'effectivement, il faut... il y a la loi, mais il y a aussi l'individu. C'est-à-dire que, alors vous allez croire que c'est complètement racoleur ce que je vais vous dire, c'est à 10% racoleur, à 90% ça l'est pas. C'est authentique. Je pense que votre profession n'est pas valorisée. Elle n'est pas assez valorisée, effectivement, parce que, et du coup, et en particulier, moi je m'en rends compte des difficultés qu'on peut avoir dans le relationnel avec vous, pas vous, ici présents, mais dans la défense des enfants au pénal, il y a des moments, je ne parle pas la même langue qu'avec un éducateur parce qu'il ne comprend pas quelle est sa place, en quoi il va être utile à l'enfant, alors qu'il est fondamental, moi, dans la défense de l'enfant. Et ça, je crois que c'est vraiment il faut repenser votre métier, il faut qu'on vous aide à le repenser, mais je crois qu'individuellement et localement, on peut aussi faire des choses et pas trop attendre de Dieu le Père. Voilà. Merci, madame. Merci. Merci à chacune et à chacun.